Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire du cycle dédié à la terre crue en logement collectif. Ce webinaire est organisé en partenariat par Envirobat BDM et les grands ateliers, avec le soutien de nos partenaires institutionnels, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ADEME, le ministère de la Culture et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est organisé en lien avec le Materia Award, prix mondial des architectures biosourcées, géosourcées contemporaines, en terre crue, pierre et fibres végétales. Je me présente, je suis Nicolas Guignard, directeur adjoint d'Envirobat BDM. Envirobat BDM est une association qui regroupe des professionnels de la construction durable et de l'aménagement durable en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis accompagné aujourd'hui de Marina Poli et de Maxime Bonnevie, des grands ateliers, que j'invite à se présenter. Bonjour, Marie Napoli, je suis chargée de projet aux Grands Ateliers et j'ai participé à l'organisation du Materia Award. Bonjour à toutes et à tous, Maxime Bonnevie, je suis le directeur aux Grands Ateliers. Donc, les Grands Ateliers sont une plateforme technique qui accompagne les écoles et les professionnels sur l'expérimentation échelle 1 et qui est basée dans le département de l'Isère, à proximité de Lyon. Et on est ravis de pouvoir avoir ce partenariat avec Nicolas et Envirobat BDM, notamment à travers tout le travail qu'on fait autour des matériaux bio et géosourcés et de la valorisation qu'on peut en faire, notamment dans le matériel où, issu du prix mondial, on valorise 40 projets dans un livre et une exposition. Merci. Nous avions déjà collaboré en 2022 pour organiser un premier cycle de webinaires qui était dédié à l'usage de la terre dans la commande publique. Ces webinaires sont toujours visionnables en replay sur nos chaînes YouTube respectives. On pourra vous les partager dans le chat pour ceux et celles qui le souhaitent. Alors, on constate que l'usage de la terre se développe fortement en France, grâce notamment à l'action de structures qui agissent au niveau national, régional, comme les grands ateliers, mais aussi grâce aux professionnels qui, au quotidien, essayent d'intégrer de la terre dans leurs projets. Toutefois, force est de constater que, concernant la typologie des logements collectifs, cette intégration du matériau terre reste encore assez marginale. Donc, c'était l'objectif de ce cycle de webinaire, de montrer qu'il est possible de prescrire et de mettre en œuvre de la terre dans cette typologie de projet. Pour commencer ce cycle de webinaire, nous allons présenter le projet 4 cheminées à Boulogne-Billancourt. Il s'agit d'un bâtiment de 8 logements sociaux et d'un commerce qui a été livré en 2024 sous maîtrise d'ouvrage de la SEM, Seine-Ouest Habitat. Pour présenter ce projet, nous avons le plaisir d'accueillir Philibert Deschlette, architecte, cofondateur de l'agence Deschlette Architecture basée à Paris, ainsi que Bastien Neuffen, cofondateur de l'entreprise Thériault, fabricant français de pieds préfabriqués basé à Saint-Priest dans le Rhône. Philibert et Bastien, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Donc je vais me présenter rapidement. Donc Philibert Deschlette. Tout d'abord, merci à Envirobat BDM pour l'invitation. On est ravis de vous présenter ce projet de logement collectif avec une façade en pisé préfabriquée réalisée par Thériault. Pour me présenter rapidement, donc moi c'est Philibert Deschlette, je suis associé avec ma sœur Emmanuelle Deschlette depuis 2019. On a monté notre agence donc en 2019 avec toujours le souhait d'utiliser un maximum de matériaux biosourcés et géosourcés au sein du projet, en essayant de pousser le curseur un peu loin. Là, je vous présente rapidement quelques projets sur lesquels on a travaillé. Donc, en ce moment, on est en chantier sur une maison, enfin un immeuble de deux logements à Paris, dans le 14e arrondissement, un ossature bois remplissage paille avec des enduits terre intérieurs. On a livré en 2023 une maison individuelle dans le 18e avec une façade en pisé, donc qui était notre première expérience en pisé. Et c'est à partir de cette expérience qu'on a tiré des leçons pour optimiser la technique et l'améliorer sur le projet de 8 logements sociaux dont je vais vous parler aujourd'hui. Et on est en ce moment à l'étude sur un projet donc à Montévin dans le 77
de 5 logements en pisé porteur. Donc sur ces deux projets réalisés, c'est des façades autoportantes. Sur le premier projet, on avait à Paris 18e, c'était pisé sur place. Et on y reviendra plus tard. Ça justifie en fait du fait que le planning serré sur le projet du 17 rue des Quatre Cheminées justifie le fait qu'on soit passé en pisé préfabriqué. Sur cette opération du 17 rue des Quatre Cheminées, la maîtrise d'ouvrage, c'est Seine-Ouest Habitat et Patrimoine, donc créé en janvier 2021, qui est en fait un regroupement de trois offices HLM, d'Issy-les-Moulineaux, de Meudon et de Boulogne-Billancourt, donc très implantés dans le 92. Je vous ai mis quelques projets qui sont livrés à l'étude chez eux. Donc on peut voir qu'ils travaillent avec ce sont des projets où la matérialité est importante, qui poussent le curseur assez loin sur la qualité architecturale et de l'habitabilité. Donc, il y a ce projet de Jean-Christophe Quinton à Boulogne qui a été livré en briques. Celui-là qui est en face de notre projet rue des Quatre Cheminées qui va bientôt démarrer avec de la pierre massive. Et deux autres projets qui sont à Montrouge et ici les Moulineaux, également en pierre massive. Donc on a eu de la chance là d'avoir une maîtrise d'ouvrage qui était quand même assez engagée sur la matérialité et très bien implantée dans le territoire. Et on a eu donc la parcelle, elle se situe dans le centre de Boulogne-Billancourt. Donc là, on est vraiment place Marcel Samba avec le métro de la ligne 9. On est en centre-ville dans dans un bâti assez hétérogène. On a de tout type de construction et la Seine-Ouest Habitat a obtenu la parcelle pour 1 euro symbolique qui a été cédé par la ville de Boulogne-Billancourt. Et en plus de ça, la ville de Boulogne-Billancourt est investisseur pour Seine-Ouest Habitat et Patrimoine, donc ils ont eu des 600 000 euros de subvention. Le fait que on ait la parcelle enfin qu'ils aient acquis la parcelle pour 1 euro symbolique et qu'ils aient ces subventions ont permis, euh, enfin nous ont permis d'expérimenter et de proposer des façades, enfin des matérialités intéressantes qui parfois présentaient des coûts supérieurs à, ce qu'il y a d'habitude sur le marché de la construction. Euh, je voulais rajouter quelque chose sur le... Bon, enfin voilà. Donc là, c'est une axonométrie rapide du bâtiment. En fait, on est sur un îlot très compact. La parcelle fait 150 mètres carrés. Il y a 90 mètres carrés d'emprise au sol bâti. Et le programme, c'était 8 logements sociaux en T1 avec un commerce au rez-de-chaussée. Nous, on a pris parti de faire que des logements traversants pour avoir une ventilation naturelle et l'intégralité des logements ont un petit espace extérieur vue sur jardin avec une façade en pisé préfabriqué sur la rue, donc urbaine, et une façade sur jardin en bardage bois. Le soubassement est en pierre massive et la structure est en CLT avec les murs périphériques en CLT. On avait le désir de mettre zéro béton. On avait obtenu le permis comme ça avec la cage d'escalier et la gaine d'ascenseur en CLT. Malheureusement, les pompiers nous ont rappelé après pour nous demander de passer le noyau que vous voyez ici en béton. Donc aujourd'hui, il y a le plancher bas et haut du rez-de-chaussée et la gaine qui sont en béton. Tout le reste, ce sont des planchers CLT. Vous verrez après sur les photos de chantier. Euh, donc l'adage bien connu de la construction terre, de bonnes bottes et un bon chapeau. C'est-à-dire qu'il faut que le pisé soit protégé de la stagnation de l'eau, surtout sur les pans horizontaux. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit détaché du sol. Donc normalement, le minimum, c'est 60 centimètres. C'est ce qu'on avait fait dans le 18e avec un socle en béton de 60 centimètres. Ici, comme on était en face du marché, dans une zone très passante, et que on a voulu protéger du toucher des passants, on a proposé de faire enfin de faire un socle beaucoup plus important avec un rez-de-chaussée en pierre massive.
Sur ce rez-de-chaussée, on vient donc poser les blocs de terre crue avec des linteaux métalliques à chaque niveau et des débords de bavettes. Donc ça, c'est le bon chapeau. Les couvertines et les bavettes débordent de minimum 8 centimètres. Donc là, la couvertine en tête, elle déborde de 10 centimètres. Mais sur notre première expérience, le bureau d'études qui était BETER, qui est dirigé par Martin Pointet, nous avait dit que le minimum tolérable, c'est 7 centimètres. Bon, on a pris un peu plus. Donc là, le jeu de calpinage, ça c'est un schéma qui a été réalisé par Thériault. Peut-être que je peux revenir avant ça sur comment Thériault est arrivé sur ce projet et pourquoi on a choisi du pisé préfabriqué. Déjà, on était en marché public, donc appel d'offres ouvert. Thériault est la seule entreprise qui a répondu. Il y avait deux offres. Il y avait une offre en pisé in situ et une offre de Thériault par le biais en fait de STMLBTP qui était l'entreprise de gros œuvres. Thériault est intervenu en tant que fournisseur des blocs de pisé préfabriqués. Et on a choisi du préfabriqué parce que ça nous permettait de régler la contrainte de temps. Donc on est beaucoup plus efficace. En comparaison, le projet de la maison dans le 18e qui a été réalisé in situ, c'était un R+, enfin c'était 3 niveaux de pisé. Ça nous a pris 6 mois, c'est-à-dire qu'il y avait un mois pour réaliser le premier niveau, un mois de séchage, un mois pour réaliser le deuxième niveau, un mois de séchage, et ainsi de suite. Donc c'était un temps qu'on pouvait pas forcément se permettre sur ce chantier parce qu'on avait des contraintes de planning serré. Donc on a décidé de partir avec cette technique du pisé préfabriqué et ce qui permet de faire donc ce travail de calpinage réalisé par Thériault qui ensuite attends, pardon, je suis perturbé par le chat en même temps. Euh, donc oui, donc ça c'est le projet de calpinage réalisé par Thériault. Donc ça nous permet nous d'avancer le chantier et en temps masqué, ils fabriquent les blocs qu'on voit là dans leur atelier. Donc réalisé à Lyon, effectivement. La provenance de la Terre, on y reviendra après. Donc 3 mois de séchage en atelier. Si je dis pas de bêtises, Bastien, tu confirmeras après. Et ensuite, ça nous permet de de monter la façade sur site de manière très efficace, puisque en 3 semaines, la façade était réalisée. Et après, je dirais qu'en un mois, elle était complètement terminée, parce qu'après, il y avait la jonction, les enduits sur la jonction pour avoir une façade uniforme. Donc j'aime bien ces photos parce qu'elles sont intéressantes. On voit toutes les matérialités, donc le noyau en béton, la structure en CLT. On voit les blocs qui commencent à être posés avec les joints qui sont en mortier bâtard chaud ciment pour venir fixer les blocs entre eux. On voit le linteau en béton avec ce que je disais, donc le rez-de-chaussée en béton, la façade en pierre massive. Donc là, on a une grosse épaisseur, on a 50 centimètres de pierre parce qu'on est venu s'aligner sur la façade de pisé qui fait 50 centimètres d'épaisseur. Euh, Ensuite, donc là, c'est pour montrer que les blocs sont acheminés. Alors, je ne sais plus si j'avais d'autres photos. Oui, on avait acheminé les blocs au fond de la parcelle. Donc protéger, ça c'est un sujet sur le chantier. Les entreprises sont pas forcément sensibilisées et habituées à travailler avec du pisé, donc il fallait sans cesse leur répéter que il fallait protéger de manière provisoire aux, aux intempéries, qu'il fallait pas que l'eau vienne stagner et tout ça. Donc c'est une grosse vigilance à avoir là-dessus. Voilà le rendu à peu près définitif. Bon, depuis, il y a eu la jonction là entre les deux bâtiments qui a été réalisée. Euh, Quelques photos des intérieurs. Bon, je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, c'est pour dire que la façade, pour que vous puissiez quand même connaître la façade de l'autre côté qui est en bardage classique avec des balcons. Quelques détails techniques.
Donc, comment on vient se poser sur le soubassement, comment on vient s'accrocher avec les cornières métalliques, les couvertines. Et ici, on voit qu'en fait, je ne sais pas si on les voyait sur les photos d'avant. Si. Ça, c'est un détail important, c'est que pour fixer les menuiseries extérieures, certains blocs sont livrés avec des tasseaux pour venir fixer les menuiseries extérieures. Et par-dessus, nous, on est venu les habiller avec un habillage en aluminium thermolaqué. Donc on voit ici les tasseaux et l'habillage devant. On a souhaité laisser l'épaisseur là parce qu'on trouve que c'est quand même important. Ici, c'est l'acrotère. Donc on voit les débords importants de la couvertine. Le garde-corps qui vient se fixer sur, en fait, on a doublé par une planche de CLT. Les garde-corps viennent se fixer dessus pour pas venir contraindre trop, faire trop travailler le pisé. Euh, là. Peut-être que je crois que j'ai tout dit. Bon, de toute façon, si j'ai oublié des choses, je répondrai à vos questions, mais je pense que je vais laisser la parole à Bastien. Oui, volontiers. Philibert, sur les détails, tu peux peut-être parler de l'isolant intérieur qui a été mis en œuvre et comment Oui, ça a été mis en œuvre. effectivement. Effectivement, là, on voit l'isolant, donc c'est de la laine de bois, 12 cm de laine de bois avec un B13 par-dessus. Alors nous, ce qu'on souhaite évidemment, comme tout le monde, c'est de limiter au maximum l'utilisation des matériaux industriels et carbonés. Et il y a toujours ce débat. On pense que c'est pas vraiment un débat, mais on nous impose aujourd'hui dans le marché public ou enfin dans la construction de doubler la terre crue. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est pas forcément pertinent parce qu'on perd la respiration de la terre, ça vient bloquer, je pense que ça vient briser. Et en plus de ça, il y a un pare-vapeur évidemment qui vient recouvrir la laine de bois. C'est pour ça que sur notre chantier en paille que je vous ai présenté au tout début rapidement, on a réussi à supprimer les pare-vapeurs et faire un enduit terre. On a réussi à convaincre le bureau de contrôle, et on espérait obtenir la certification passive. Parce que il y a aussi un sujet donc là en fait on vient complètement bloquer la respiration du bâtiment. Il y a aussi un sujet, j'ai lu une étude la semaine dernière qui disait que l'intérieur des appartements était souvent plus pollué que l'extérieur. Donc parfois il y a quand même une ambivalence sur l'utilisation de ce matériau, enfin sur l'isolation en tout cas de ce matériau. Dans la maison du 18e, on les avait pas isolés, c'est-à-dire qu'on voyait la terre côté intérieur. Enfin voilà, en tout cas, dans ce bâtiment, il est isolé en laine de bois de 12 cm avec un pare-vapeur et une, un BA13 peint en blanc. Je pense que ça répondait aussi au désir de la maîtrise d'ouvrage de pouvoir louer des appartements quand même appropriables et assez neutres. Oui, du coup, pour compléter sur l'isolant, c'est vrai que c'est toujours un sujet. Le schéma idéal pour de la terre, pour avoir tout son bénéfice, ce serait d'avoir une isolation par l'extérieur. Mais malheureusement, ça cache un matériau qui est très beau, qui est très noble, etc. Et donc, c'est rarement le choix qui est fait, vu que ça reste un matériau qui est aujourd'hui cher. Mais pour pouvoir isoler de l'intérieur, il y a différentes choses à prendre en compte. Là, effectivement, c'est de la laine de bois. Il faut un matériau qui soit capillaire, en fait, qui permette de laisser passer la vapeur d'eau. Et du coup, ce matériau capillaire, il peut être de différentes sortes. Ça peut être de la laine de bois. À ce moment-là, il faut l'adjoindre d'un frein vapeur. La différence avec le pare-vapeur, c'est que ça laisse passer à un certain degré d'hygrométrie. Et donc, ça permet de maîtriser finalement le flux de vapeur sans complètement le bloquer. Mais ça reste quand même des films, des scotch, etc. Et sinon, un truc qui fonctionne très bien, c'est en isolation par l'intérieur, c'est du chanvre projeté, terre-chanvre, béton-chanvre, etc. Où là, ça fonctionne très bien avec le pisé. Donc, c'était pour la petite interlude sur l'isolation qui a son importance. On se coupe du coup en isolant par l'intérieur parce que les puristes vont dire ça, on se coupe de certaines caractéristiques de la Terre, et c'est vrai, en isolant par l'intérieur, on va se couper d'une partie de l'inertie. En revanche, on va garder quand même tout le bénéfice du déphasage que va apporter ce mur, même si le pisé est à l'extérieur. Donc, on va perdre une partie de ces caractéristiques, mais pas la totalité. Et finalement, pour les autres matériaux qu'on utilise, on utilise rarement la totalité de leurs caractéristiques.
Mais pour la Terre, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir utiliser sa régulation hydrothermique, son déphasage, son inertie, etc. Là, effectivement, on se coupe d'une certaine partie. Voilà, pour l'isolation. Du coup, j'attaque mon côté. Therio. Moi, je suis le cofondateur, je suis Bastien, je suis le cofondateur de Therio avec Vincent-Pierre Freudenreich qui est pas parmi nous aujourd'hui. On est les deux fondateurs. Notre objectif, c'est vraiment de remettre la Terre au cœur de la construction moderne. Moi, j'habite à côté de Lyon, dans une maison en terre, une maison en pisé qui date de 1860. Que j'ai retapé complètement. Et en fait, avant ça, je faisais de la construction. Je faisais beaucoup de construction pour des bâtiments d'entreprise, des immeubles de bureaux, des usines, des bâtiments logistiques, enfin bref, des choses un peu moins sexy, mais voilà. Et en fait, la question en ayant cette maison, c'était de se dire, on a un matériau qui est magique, où on va récupérer une matière première qui est souvent considérée comme un déchet que personne ne veut. On n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour la mettre en œuvre. C'est un matériau qui est bas carbone, c'est un matériau qui apporte plein de confort d'été, de confort d'hiver, qui apporte de la résilience vis-à-vis de la hausse des températures. Et en fait, tous les jours dans la construction, on se demande comment on peut diminuer le bilan carbone, comment on peut faire des bâtiments qui sont moins consommateurs de climatisation, etc. Et ce matériau qui est sous nos pieds, en tout cas en Rhône-Alpes, qui est utilisé de partout, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il a disparu de la construction? Et donc, la vraie question, enfin pour moi, l'explication de pourquoi ça a disparu de la construction, c'est parce que la Terre n'a pas su suivre les besoins croissants de vitesse de construction. C'est pas trop une question de coût, parce que si la Terre avait suivi finalement le volume de construction, tout le monde aurait optimisé les choses et le coût serait devenu raisonnable. Pour moi, la problématique de la Terre, c'est sa contrainte chantier. Ce qu'on a dit, c'est que faire une façade de 3 niveaux, ça a pris 6 mois, parce qu'il y a un mois de séchage entre chaque niveau, parce qu'il y a des problématiques, parce que un ouvrier sur place, ça met 1 mètre carré par jour par personne de terre. Eh ben, ça fait que par rapport à des techniques plus modernes, au moment de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, eh ben, la terre a complètement disparu et elle a été remplacée par des techniques qui étaient beaucoup plus rapides et du coup qui progressivement sont devenues vraiment moins chères. Alors qu'on a une matière qui ne coûte rien ou quasiment rien au départ. Donc, pour moi, c'est ça qui a fait que, en partie, la Terre a disparu, tout du moins. Après, il y a d'autres contraintes, hein. Il y a des contraintes de résistance, de séisme, de normes qui se sont créées, mais tout ça s'est créé autour, finalement, de matériaux qui ont pris la place de la Terre. Donc, c'est pas la question première. Et donc, nous, notre objectif chez Terrio, sur le truc d'avant, c'est de faire en sorte de faciliter la mise en place de la Terre dans des projets de construction en essayant de s'affranchir, finalement, des contraintes qui posent souci. Pour ça, on va accompagner les architectes dès le départ à essayer de faire les bons choix, à utiliser la matière comme elle est possible d'être utilisée de faire des choix qui sont maîtrisés à la fois financièrement et techniquement. Et ensuite, on va nous maîtriser la terre et fabriquer des éléments que va pouvoir mettre en place une entreprise de gros œuvres habituelle. L'objectif de ça, c'est que un maçon, il y en a, je crois qu'il y a 50 000 entreprises de gros œuvres en France. Ils sont tous capables de porter des éléments lourds et de les régler et de les mettre en place. Ça, c'est des choses qu'ils savent faire nativement. Et après, ce qu'ils ne savent pas faire, c'est prendre soin, couvrir, etc., par rapport à la terre, qui est un matériau plus sensible que les matériaux qu'on connaît. Et donc, tout ça pour dire que l'objectif, c'est que ça puisse être mis en place par des entreprises qui le maîtrisent avec une cadence de fabrication et de chantier qui correspond aux attentes des maîtres d'ouvrage actuels. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Et du coup, où est-ce qu'on en est? Nous, aujourd'hui, Therio, on est une jeune société, on a 3 ans seulement. On a créé la société, du coup, à Saint-Priest, juste à côté de Lyon, parce que, historiquement, c'est un endroit où il y a déjà beaucoup de bâtis anciens qui existent en pisé. Et en plus de ça, on a accès à proximité à des terres qui sont vraiment de très bonne qualité pour faire du pisé, sans avoir besoin de les reformuler. Donc il y avait vraiment une logique d'être basé là-bas. Et pourquoi si proche de Lyon et pas un petit peu plus loin? Ça, c'est une contrainte parce que ça nous apporte on a un coût de foncier, etc., qui est très cher. Mais l'avantage d'être à Lyon, c'est qu'on a une proximité pour envoyer des blocs à différents endroits de Rhône-Alpes ou plus loin, mais en tout cas, on est à proximité des axes de communication et ça nous permet d'avoir une facilité pour approvisionner des chantiers en essayant de minimiser un petit peu les distances de transport de blocs. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir, on a fait nos premiers blocs cette semaine à Sevran, où on a pris possession des murs anciennement cyclotères, ou en partie tout du moins, avec Édifice Formation et avec Briques de Guyane, où on se partage les locaux.
Et donc, on est très heureux de pouvoir avoir maintenant un deuxième site de production parce que, comme je le disais, l'objectif pour nous, c'est d'essayer de minimiser le transport. Et donc, c'est progressivement développer des endroits où on a des marchés qui sont établis. Donc, typiquement autour des bassins métropolitains, donc Lyon dans un premier temps, Paris dans un second temps. Ça répond à la question de pourquoi les terres viennent de Lyon pour faire le projet de Philibert. C'est que, en fait, on ne voulait pas ouvrir un site avant d'avoir des marchés et donc dépenser de l'argent et ne pas réussir à survivre. Mais on voulait développer les marchés pour pouvoir ouvrir un site. Et du coup, typiquement, un projet comme celui de Philibert, c'est ce qui nous a permis de le faire. Donc, merci Philibert. Parce que, tu vois, grâce à toi, aujourd'hui, on ouvre à Sevran. Donc voilà, donc, ça c'est pour où nous en sommes. Juste à Sevran, la terre, vous vous approvisionnez où? Du coup, sur la terre de Sevran, là, les premiers chantiers qu'on a, c'est une terre qui vient de Lyon, donc c'est malheureux, mais parce que c'est des terres qui ont été caractérisées pour le chantier au moment où on n'avait pas encore pu enclencher l'ouverture. Mais ça, c'est le cas des 3 premiers projets qu'on est en train de sortir à Sevran. En parallèle, on est en train de reprendre attache avec les gens qui sont capables de nous apporter des terres d'excavation du Grand Paris. On regarde aussi également les terres de découverte de carrière, donc ça, je reviendrai sur les terres après, sur les différences, etc. L'objectif final pour nous, c'est d'avoir des terres d'excavation de chantier de région parisienne. Ah, c'est génial ça. Mais ça se fait progressivement et ça apporte d'autres contraintes. Mais c'est vraiment l'objectif. Donc ça, c'est pour où nous en sommes. Ensuite, du coup, on a parlé de la préfabrication. Pourquoi le chantier a mis 3 semaines pour sa façade quand ça a mis 6 mois pour faire 3 niveaux sur le premier chantier. Les avantages de la préfabrication, en fait, ils sont multiples. Nous, on a vraiment une philosophie de se dire on va faire de la préfabrication qui est en atelier et pas de la préfabrication in situ, pour plusieurs raisons. Historiquement, quand on fait du pisé, on sait bien le travailler du mois de avril-mai à octobre-novembre. En hiver, c'est compliqué de faire du pisé in situ à la main. Ça, c'est le premier avantage de pouvoir travailler dans un atelier et pas de travailler in situ. C'est que nous, on a la capacité d'avoir un stock tampon de terre qu'on peut permettre de sécher quand il est trop humide et du coup de le travailler toute l'année. On a aussi la capacité, du coup, à l'abri de faire sécher nos blocs et qui peuvent, du coup, être mis en œuvre à toute période de l'année. C'est l'avantage. Donc, il y a un autre avantage de pouvoir préparer en avance les types de blocs en préfabrication, c'est que le pisé, c'est un matériau qui a beaucoup de retrait. Le retrait, pour expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent moins, mais bon, en fait, globalement, quand l'eau va sécher, le volume va diminuer de taille, et ce qui peut arriver, c'est que ça fissure. Ce qui peut arriver aussi, c'est que quand on l'a in situ sur des grandes surfaces, ça oblige de faire des gens de fractionnement, etc., pour que ça ne fissure pas. Le fait de faire de la préfabrication, on s'affranchit en partie de ces problématiques de retrait parce qu'on a déjà eu une grosse partie du retrait faite lors du séchage en atelier. L'autre avantage de la préfabrication en atelier, c'est qu'on est dans un site qu'on maîtrise et qui nous permet d'optimiser notre façon de faire quotidiennement. Et donc, au départ, on faisait 2 mètres carrés par jour, puis 4 mètres carrés, etc. Et en fait, progressivement, on augmente nos cadences de fabrication parce qu'on a toujours un poste de travail qui est maîtrisé, qui est le même et qu'on optimise petit à petit. Donc nous, notre volonté, c'est progressivement d'industrialiser, mais on le fait d'une manière qui est très incrémentale, c'est-à-dire qu'on fait progresser notre outil productif quasiment tous les mois. Et on avance pas à pas pour essayer de suivre finalement la taille de la demande de terre et pas faire l'inverse, de faire un site avec une grosse capacité productive, mais des marchés qui vont mettre des années à sortir. Donc voilà, les autres avantages de la préfabrication, du coup, c'est que on ne contraint pas la place sur chantier. On peut vraiment livrer en flux tendu. Donc pour un milieu urbain comme celui d'un logement collectif, on n'a pas besoin d'avoir une surface de stockage à l'abri, etc., pour faire de la terre. Ça permet aux maçons de se faire livrer en flux tendu ces éléments. Et donc voilà pour le tour à peu près des avantages. Et puis bon, après, il y a des trucs un peu plus simples aussi pour nous en termes de gestion de la qualité et des justifications auprès des contrôleurs techniques, etc. Où le fait d'avoir un process qui est récurrent nous permet de mieux répondre à ce type de questions. Donc voilà pour les avantages de la préfabrication, Philibert. Parce que c'est Philibert qui doit avancer mes slides, alors c'est pour ça que je lui fais signe à chaque fois. Mais bon, voilà. Donc voilà, là je vais essayer de répondre à différentes questions qui se posent souvent autour de la terre crue. La première, c'est typiquement pour cette façade qui est particulièrement exposée.
Donc, on a fait des bonnes bottes, un bon chapeau, certes, mais ça reste un petit chapeau par rapport à la taille de la façade. Et donc, elle est en plus orientée quasiment ouest. Donc, à Paris, elle se prend des bonnes pluies. En ce moment, je pense il pleut déjà beaucoup à Lyon, mais à Paris, ça doit être pareil. Donc, est-ce que cette façade, elle restera autant? Oui, le pisé, c'est un matériau qui est extrêmement dense. Donc, c'est un matériau qui a une densité d'environ 2100 kg, entre 2000 et 2200 kg par mètre cube. Donc, c'est très fermé, c'est quasiment comme du béton. Et donc, ça a quand même très forte matérialité. Au départ, on voit un peu les cailloux, il y a des petits trous, etc. On a une matérialité forte sur le pisé. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'eau va venir sur le pisé, elle va ruisseler et progressivement, elle va faire tomber les petites fines qui se trouvent en surface du pisé. Cette fine, c'est pour vous réexpliquer le pisé. Nous, quand on compacte de la terre couche par couche dans un coffrage, donc on l'écrase. Et forcément, sur le bord, il y a plus de frottement. Et donc, on a des fines qui sont un peu moins compactées sur le bord. Ces fines-là, elles vont s'enlever très rapidement de la façade. Et après, le pisé va mettre beaucoup, beaucoup plus de temps à évoluer dans le temps. On parle sur 25 ans, la façade, elle peut évoluer de moins de 2 cm globalement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on compare ça à un enduit de façade, personne ne se dit qu'au bout de 25 ans, il ne va pas refaire un ravalement de façade. Personne. Le pisé, structurellement, dans 25 ans, il n'aura aucun problème. Par contre, il n'aura peut-être plus la tête de sa première jeunesse. Et donc, qu'est-ce que vous ferez, maître d'ouvrage, dans 25 ans? Eh ben, vous ferez un ravalement de façade avec un enduit à la chaux, ou terre et chaux, ou quelque chose, parce que le vieillissement, de façon cosmétique, vous plaira peut-être moins. Mais ça reste de la cosmétique. Donc oui, la façade, elle résistera dans le temps. Mais elle va évoluer comme un matériau qui est moins inerte que ne peut l'être du béton. Mais souvent, ça vieillit quand même mieux que certains immeubles en béton parce qu'on apporte un soin particulier à tout ce qui est gestion de l'eau. Souvent, dans les immeubles de logement classiques, on a tendance à voir assez rapidement des coulures apparaître sur les façades. C'est des choses qu'on ne peut pas se permettre avec du pisé. Du coup, on a une attention au détail qui est plus importante, ce qui fait que le vieillissement de la façade, finalement, se passe souvent pas trop mal. Et puis Voilà. ça se répare aussi très bien, hein. Et puis en plus de ça se répare très bien, effectivement. Effectivement, Parce ça que peut se réparer. juste pour l'anecdote, à la fin du chantier, on les voit, les coulures pendant le chantier, il y a forcément des petites fuites. Donc à la fin du chantier, on fait les retouches et ça se répare très bien. On voit rien aujourd'hui. De toute façon, vous pouvez voir, on a vu des photos de chantier tout à l'heure. Sur la façade, là, aujourd'hui, on ne voit plus les réparations, alors qu'il y a eu des réparations qui devaient faire 30 cm par 30 cm qui ont été faites. Donc, c'est pour expliquer un peu quand même la réparabilité du matériau, et ça ne se voit pas, quoi, effectivement. Euh, est-ce que le pisé s'est adapté en milieu urbain? Là, on parle des logements collectifs. Où le pisé en milieu urbain, il a un exemple historique, c'est la ville de Lyon. Là, on est place de la Croix-Rousse. Un immeuble comme celui qu'on voit en face est composé en grande partie de terre, de pisé. Donc, il y a des pisés de façade, il y a des pisés de refend. Souvent, ce qui est fait, c'est que c'est un mix de matériaux avec des éléments porteurs, avec de la pierre, avec des pisés qui sont autoporteurs sur toute une façade. Mais souvent, les gens ignorent même qu'ils sont dans un bâtiment qui est intercru. Donc, à Lyon, on a recensé, il y a une thèse qui a été faite par Monsieur Mille, qui a été relayée par Topophile. Il y a 700 bâtiments en terre dans la métropole de Lyon qui sont recensés. Et ça, c'est uniquement ceux qui sont recensés. Moi, j'habite dans la métropole de Lyon et mon bâtiment en terre n'est pas recensé. Il y en a beaucoup plus. Donc, on a historiquement, en fait, une utilisation de la terre en milieu urbain qui est assez méconnue. Et surtout, il y a une idée reçue dans la terre qui dit le pisé, c'est un matériau qui doit être porteur. C'est comme ça, le pisé, ça doit être porteur. Tout le monde dit ça dans le monde de la terre parce que en fait, on voit les fermes qui sont en pisé porteur. Et c'est vrai, le pisé, c'est un matériau qui peut être porteur et quand on peut le faire en porteur, eh ben, c'est super. Mais en fait, en milieu urbain, les anciens, ils essaient pas de faire des bâtiments R+6 porteurs, ils faisaient des bâtiments qui avaient de la pierre porteuse, des planchers en bois avec des poutres en chêne et puis des refends en pisé. Et du coup, le pisé n'était pas porteur. Et donc voilà, il y a un peu cette dichotomie entre le discours du pisé qui doit être porteur et en fait la réalité historique des choses où quand on avait des bâtiments adaptés à faire du pisé porteur, on faisait du pisé porteur et quand on avait des bâtiments qui n'étaient pas adaptés à faire du pisé porteur, c'est pas pour ça que le pisé n'avait pas de valeur. Il était quand même mis en place, mais d'une autre manière, avec une mixité de matériaux. Et nous, on prône pas mal cette mixité de matériaux parce qu'aujourd'hui, il y a des contraintes. C'est au séisme, il y a des contraintes de hauteur, de densification, etc., qui ne correspondent pas avec le fait de tout chercher à faire en porteur. Et pour autant, c'est un matériau qui a du sens, qui est recyclable, qui apporte du confort, etc., et qui est bas carbone. Bastien, Philibert, si on peut se donner 10 minutes encore, parce qu'il y a déjà pas mal de questions. Ah, ok, bah, du coup, je vais avancer vite. Ça, c'est un exemple qu'on est en train de faire à la Part-Dieu, typiquement dans une mixité de matériaux où on a du pisé de façade en R+6.
Et donc, c'est un projet qui est en cours, là, où le gros œuvre est est en train de faire le rez-de-chaussée. Il est en train de sortir du rez-de-chaussée, là même, actuellement. C'est un projet qui a été fait par Maud Kobe. Et donc, c'est un exemple typique de ce qu'on peut faire actuellement en milieu urbain. En plus de l'exemple de Philibert, bien évidemment. On peut passer à la slide suivante. Donc, qu'est-ce qu'il est adapté à la construction moderne? Ça, j'ai déjà en grande partie répondu en expliquant ce qu'on voulait faire avec les maçons, donc je ne vais pas forcément venir. Mais oui, aujourd'hui, en faisant de la préfabrication, on répond à ces contraintes de planning et on sait faire des projets dans des délais qui sont exactement les mêmes que ceux des constructions que vous avez l'habitude de faire. Pour l'origine de la Terre, il y a aussi quelque chose, on parle souvent de la terre de site. La terre de site, c'est hyper romantique de se dire on va utiliser la terre de site pour construire ces murs à l'endroit où on le fait. C'est vrai, c'est super, mais en fait, nous, en 3 ans là, il n'y a pas un chantier où on a réussi à le faire. Et je ne parle pas que parce qu'on avait été choisi en préfa, je parle des chantiers où c'était écrit qu'ils voulaient de la terre de site. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que le permis de construire, il est fait et on a décidé d'utiliser de la terre avant qu'une caractérisation ait été faite. Il y a pas mal de bureaux d'études, il y a BETER, il y a Amaco, qui sont grands ateliers, etc., qui savent faire des caractérisations de terre, mais souvent ils sont sollicités en parallèle de la volonté de faire de la terre. Et donc, Amaco va faire une préconisation de ce qu'on peut faire avec cette terre de site. Et souvent, elle n'est pas adaptée. Donc, on se retrouve avec une caractérisation qui est faite avec une reformulation à faire de sa terre et des justifications à apporter pour tout ça. Mais souvent, en phase amont, les dépenses nécessaires pour aller au bout de la démarche, c'est-à-dire caractériser complètement le matériau, faire les dimensionnements structurels avec ce matériau de site, etc., et les reformulations qui ont été faites, ne sont jamais faites. Et donc, arrivé en phase chantier, on se retrouve avec des contraintes qui sont terribles, et la terre de site est rarement utilisée, même quand on fait du pisé in situ. La plupart du temps, les maçons piseurs font venir de la terre d'ailleurs. C'est le cas la plupart du temps, sauf sur des projets où vraiment il y a le temps, etc. Il y a des projets qui sont toujours adaptés à faire ce type de choses, mais c'est plus de l'expérimentation finalement que de quelque chose qui permet de passer à grande échelle. Donc nous, on a la philosophie de chercher des terres qui sont plutôt des gros gisements, que ce soit des tarifs d'excavation ou des déchets de carrière, pour avoir une terre qui est maîtrisée et pouvoir faire plusieurs chantiers avec cette terre qui est caractérisée, sur laquelle on sait apporter des réponses. Voilà. L'impact environnemental, c'est assez lié à cette origine de la terre. Pareil, d'une manière générale, on a tendance à se dire le pisé in situ, forcément, eh ben, c'est beaucoup plus favorable que de la préfabrication. La préfabrication, il y a du transport, on déplace les blocs, etc. Donc, comment faire passer le pisé en R20? C'est la question. Ben là, c'est typiquement notre FDES. Donc, nous, on a fait un configurateur de FDES et des analyses de cycle de vie. Globalement, là, sur cette analyse de cycle de vie-là, on est sur des blocs d'épaisseur de 40 cm et on les livre à 80 km du chantier. En faisant ça, en livrant à 80 km du chantier, on est à 9 kg de CO2 par mètre carré de mur, de 40 cm d'épaisseur. À titre de comparaison, du pisé in situ sur la fiche FDES qui a été faite par l'Aster, c'est entre 20 et 21 kg de CO2 par mètre carré de mur. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on ait du transport, on a une fabrication qui est complètement optimisée. On n'utilise que de l'énergie électrique qui n'a quasiment pas de dépenses de CO2 pour fabriquer nos blocs. Et on en fabrique beaucoup plus qu'un maçon piseur sur place. Sur place, on utilise des Manitou, on utilise des compresseurs, on n'a pas tout qui est en électrique. Et du coup, on fait très peu de mètres carrés par jour. Ce qui fait que son bilan carbone, il est grévé par rapport à ça. Donc, la préfa, il y a effectivement du transport, mais avant d'arriver déjà à un niveau qui correspond à celui du pisé in situ, on peut faire déjà quasiment plus de 200 km. En allant à Paris, on disait, en livrant de Lyon jusqu'à Paris, on était à un bilan de CO2 qui était entre 30 et 35 kg de CO2 par mètre carré de mur, quand on reprend dans notre configurateur. Ce qui est plus que les 21 kg qui sont dans la fiche in situ, mais quand on dit on a livré de la terre de Lyon, on a l'impression d'avoir fait un crime de lèse-majesté, et en fait, les ordres de grandeur sont souvent peu maîtrisés. Donc, l'impact environnemental du transport, il est réel. C'est le seul impact même de notre fabrication, mais il est à réfléchir parce que il n'est pas forcément si important qu'on ne le pense. Et donc, nous, on a fait un configurateur de FDES qui nous permet, pour chaque chantier, de pouvoir vous dire véritablement quel est l'impact de votre chantier et pas d'avoir une fiche générique qui fait une moyenne des deux. Pour finir là-dessus, on a le chantier de Lyon en R+6, là, où on va livrer les blocs. On a un bilan carbone qui est de 4,3 kg de CO2 par mètre carré de mur. Donc, on est 5 fois inférieur à un bilan de pisé in situ. Voilà. Je vais aller vite sur le cadre assurantiel, mais c'est un sujet qui est hyper important.
le pisé, c'est une technique qui est non courante. Une technique non courante, c'est une technique qui n'est pas soumise à un DTU, donc à des règles de l'art. C'est une technique qui n'est pas soumise à un avis technique. Donc, quand un fabricant comme nous pourrait aller voir le CSTB pour faire une fiche du CSTB qui dit vous avez le droit de l'utiliser dans tel cadre. Une technique non courante, c'est aussi une technique qui n'est pas soumise par des règles professionnelles qui sont validées. Ces règles, la paille, par exemple, a des règles professionnelles, donc ça devient une technique courante. Donc, dans ce cadre-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire. Ça ne veut pas dire que. C'est vrai que quand on voit les questions, Ouais, et, du coup, ouais. ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire en technique non courante, ça veut juste dire qu'il faut anticiper la problématique au niveau de différents acteurs. Il faut en parler à son assureur dès le départ, dire regardez, je vais construire en pisé, on va faire ça, et on va le faire en technique non courante. Du coup, l'assureur, il le sait, il va dire ok, mais il vous faut un bureau de contrôle qui accepte de vous suivre en technique non courante. Ok. Du coup, vous consultez vos bureaux de contrôle, et dès le départ, vous dites je vais construire avec de la terre crue en technique non courante. Et là, le contrôleur technique qui répond, il sait qu'il va vous faire un avis de chantier sans demander d'ATEX, sans demander d'avis technique, en faisant une analyse de risque dédiée. Il va le prévoir dans ses honoraires. Et donc, ils le font. Nous, on a pu le faire avec Veritas, avec Socotec, avec la PAV, avec BTP Consultant, avec Alcontrol, globalement, avec la Et là, quasi des contrôleurs techniques. sur Boulogne, là, j'ai vu qu'il y avait la question. Sur Boulogne, le bureau de contrôle, c'était Alpha Control. Et alors, lui, il nous a rien demandé du tout. Il a dit, je connais la technique, c'est bon. Ça s'est arrêté là. On a eu de la chance, je pense. On a eu de la chance. C'est pas toujours comme ça. Mais en tout cas, même avec les nationaux, c'est possible. Le seul pour l'instant qui a refusé de faire de la technique non courante, c'est Decra. Et du coup, au final, il n'a pas été retenu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour un maître d'ouvrage, c'est important dès le départ de l'anticiper et de le penser parce que c'est possible de le faire comme ça. Mais si c'est pas anticipé, ça ne marche pas de la même manière. Donc, le mot de la fin pour moi, c'est quels sont les cas d'usage quels sont les cas d'usage dans lesquels vous pouvez essayer de mettre de la terre. Eh ben, c'est soit vous avez des petits bâtiments qui sont des bâtiments simples, des annexes ou des bâtiments avec des catégories d'importance qui sont basses. Et donc, plancher bas du dernier niveau inférieur à 8 mètres. Et là, vous pouvez facilement vous dire, je fais du pisé porteur, si vous n'êtes pas dans des zones sismiques trop complexes, etc. Et l'utiliser en totalité du bâti. Soit vous êtes sur des bâtiments qui sont des bâtiments de catégorie d'importance beaucoup plus importante, en R+6, etc. À ce moment-là, ben, vous êtes plutôt sur des éléments qui sont non porteurs. Donc, soit du mur de refend intérieur, soit du mur soit de la façade. Mais on ne peut pas faire un bâtiment porteur en R+6, même en R+4. On l'a regardé déjà, mais ça nécessite, c'est pas impossible, ça nécessite d'avoir des murs qui font 1 mètre 20 d'épaisseur en pied, donc ça complexifie quand même le truc. Donc voilà, et donc le petit conseil moi que je donne, c'est que le pisé c'est un matériau qui est cher. On n'a pas parlé du coût, mais globalement c'est un prix qui va varier entre 500 et 700 euros du mètre carré. Aujourd'hui, quand on le fait en bloc préfa et quand on le fait en pisé in situ, ça va varier entre 600 et 1200 euros du mètre carré. Et donc, c'est un matériau qui est cher. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est souvent utilisé là où il est vu. Parce que le fait d'avoir un maître d'ouvrage, souvent, est prêt à mettre de la valeur dans des choses qui vont apporter de l'image à son bâti. Donc, ça ne veut pas dire que c'est du greenwashing. En fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est une des seules manières de réussir finalement à mettre un matériau qui est plus cher, tant qu'on est plus cher que les matériaux habituels, c'est de le mettre là où il y a de la valeur perçue. On le fait dans des salles de classe, par exemple, où c'est des refends, mais ça reste des murs qui sont visibles, qui participent à l'image du bâti. On le fait sur de la façade, on le fait sur des bâtiments porteurs complets. Mais en tout cas, aujourd'hui, depuis qu'on en fait, il n'y a pas une seule personne qui nous a demandé de cacher son pisé. Donc, et c'est ça qui fait que sur un coût plus élevé, ça puisse être justifié. Et après, c'est du coup de se dire, eh ben, comment, à quel endroit je peux mettre du pisé dans une mixité de matériaux, si j'en ai pas le budget de faire un bâtiment porteur complet, c'est à quel endroit je peux en mettre de façon qui est judicieuse pour éviter que ça ne grève mon budget d'une façon globale. Mais même d'y aller touche par touche en se disant, eh ben, dans chaque projet, eh ben, je vais avoir quelques murs de refend, ou je vais avoir quelques parties de façade, ou avoir toutes mes annexes, locaux vélo, locaux poussettes, etc., en pisé porteur. Et ben, finalement, sur votre projet, ça ne va pas gréver le projet. En revanche, se dire, ben, je veux absolument faire des logements totalement en pisé porteur, bon, voilà, à mon avis, c'est pas demain que ça va arriver. Donc voilà, c'est pour le petit conseil de la fin. Et je vais juste rajouter un petit truc dont on n'a pas parlé. C'est, j'ai vu dans les questions on nous a demandé si la Terre était stabilisée. On n'a pas du tout parlé de ça. Donc évidemment, nous, on est contre. Et elle n'est pas stabilisée. Et pour la simple et bonne raison que le pisé, c'est 50 centimètres d'épaisseur, une façade en pisé. Si on vient mettre juste 4% de ciment, on devient presque plus carboné que du béton. Donc ça n'a aucun sens de... Là, pour le coup, ce serait du greenwashing.
Et Exactement. je crois qu'il y avait une dernière slide, donc Bastien 06 28 22 58 47. N'hésitez pas à l'appeler. Et Philibert aussi, hein, il y a son numéro en dessous. Ah Voilà. oui. Euh, Merci. Vous avez terminé pour la oui. présentation? Vous voulez qu'on réponde à toutes les questions? Oui, alors on va passer la parole à Maxime et Marina qui Ok. vont essayer de traiter, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. On vous remercie vraiment de votre intérêt, de votre écoute active. Peut-être juste pour rebondir sur le dernier point que tu as évoqué, Bastien, on est bien sur un cycle de webinaire dédié à la terre crue non stabilisée. C'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé peut-être en introduction. Quand on parle de terre crue, il y a encore peut-être des personnes qui peuvent penser que c'est la terre crue, mais avec une stabilisation. Donc là, on est vraiment uniquement sur un cycle de webinaire qui présente des projets en terre crue non stabilisés. Exactement. Alors, Maxime et Marina, il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous arrivez à regrouper par thème? Alors, on a essayé de faire ce travail-là, en effet. Il y a effectivement beaucoup de questions, donc on va traiter les questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Si on a en cours, ce sera un peu plus difficile de les traiter, je Hmm. pense. Et on va un petit peu les passer en listing à l'après-vert. Donc voilà, pour Bastien et Philibert, il faudra Ouais. être aussi assez efficace sur les réponses. Du coup, c'est parti. On va alterner moi et Marina sur les questions. Donc, on a un premier thème qui est le thème structurel. Par rapport à la technique du pisé en général et du pisé préfabriqué Thériault, quelle hauteur max on peut atteindre sur une façade autoportante en pisé? Je réponds. Donc, en fait, si on pourrait aller plus haut que ce qu'on a fait, là, c'est sans changer d'épaisseur, en ayant tout le temps la même épaisseur, que ce soit 35, 40, 45, 50, ça change rien parce que le poids ne change pas. Mais du coup, on peut monter à 12 mètres. Et si on veut aller plus haut, c'est possible, mais ça devient des cas qui sont très complexes. On va faire de la décroissance d'épaisseur. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un bâti où on avait 1,20 m en pied, et ensuite on a 80, puis 60, puis 50, puis 40. Et donc voilà, on pourrait monter plus haut. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que plus on va charger le pisé, plus il faut attendre en termes de séchage pour qu'il soit capable de reprendre ses charges. Donc, avec de la préfa, on sait l'anticiper, mais rares sont quand même les gens qui veulent anticiper d'un an leur fabrication avec des murs d'1 mètre d'épaisseur. Donc Ouais. là, sur le projet de Philibert, où on a 12 mètres de hauteur, on a attendu 3,5 mois, 3 mois et demi pour pouvoir monter. Prochaine question, là c'est sur l'aspect sismique. Est-ce que le pisé peut être utilisé en zone sismique sur un bâtiment qui a les mêmes caractéristiques de hauteur? Et est-ce que l'ajout de fibres dans le mélange pourrait améliorer la stabilité? Ouais, alors, c'est drôle parce que j'en parlais avec Bastien la semaine dernière, puisqu'on est en train de travailler sur un projet à Grenoble, donc en zone sismique, et je lui demandais ce qu'il en pensait. Et Bastien avait l'air de dire qu'on pouvait l'utiliser sur les trumeaux principalement. Et donc, je pense qu'une façade comme enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça aurait été possible. Oui, en fait, le séisme, c'est assez compliqué parce que ça va dépendre de ce qu'on fait. Est-ce qu'on est en pisé porteur, est-ce qu'on n'est pas en pisé porteur, comment est contreventé le bâtiment d'une manière générale. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut essayer de limiter, voire d'annihiler les efforts horizontaux qui sont induits par le bâtiment sur le pisé. C'est-à-dire que il faut que le contreventement du bâtiment il soit assuré par d'autres éléments que le pisé. Quand on veut construire comme ça, donc avec un noyau central, avec des refends en FOB, en MOB, ou peu importe, mais en tout cas, il faut gérer son contreventement. Et après, le pisé doit résister au niveau de son poids propre, à l'excitation de sa masse de son poids propre, au séisme. Et donc, pour ça, ben, ça va dépendre de quelle est la zone sismique. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend de la hauteur du mur, etc. Et il y a plein de solutions pour le faire. Parfois, ça fonctionne uniquement sur son poids propre, avec de l'épaisseur. Parfois, on peut rajouter des tirants dedans pour faire une sorte de pré-contrainte pour enlever des efforts sismiques. On peut aussi avoir des ossatures qui sont externes, en bois, par exemple, sur lesquelles on va limiter du coup les portées du pisé lors de cette excitation, même s'il est porteur. Il y a plein de solutions à envisager, mais forcément, c'est plus compliqué en séisme qu'en zone non sismique où là, c'est très simple à justifier. Merci. Il y Alors, avait il y a aussi la plusieurs. question, il y avait aussi, on n'a pas répondu sur la question sur il y avait une deuxième partie dans la question. Ouais, est-ce que en fait, dans le mélange du pisé, si on met de la fibre, ça augmente la résistance du pisé, mettre
Bon, moi, je peux y répondre, hein. Le pisé est déjà résistant en tant que tel de par son Ouais. usage. La fibre, ça a un impact sur d'autres techniques en terre crue. Voilà, sur le pisé, historiquement, il y a pas de fibre. Merci. Il y a plusieurs questions qui traitent alors à la fois du liaisonnement entre le pisé et le CLT, et puis aussi la question de la gestion euh, des linteaux et de la manière du bois support des menuiseries. Donc voilà, je ne l'ai pas juste en revue. Alors, est-ce qu'il y a un linteau? Est-ce que c'est l'élément, la cornière métallique en acier qui joue ce rôle-là de renforcement du linteau? Comment ont été fixés les morceaux en bois support des menuiseries? Euh, et comment est liaisonné le pisé au refend en CLT? Bah alors là, sur cette photo, on voit, là, je commence par la fin, mais sur cette dernière photo, on voit très bien. Il y avait sur chaque plancher, en sous-face, il y a une équerre métallique avec des points de fixation qui viennent se fixer directement dans le pisé. Donc c'est aussi simple que ça. En fait, la façade, elle se porte sur elle-même et on vient juste la fixer au nez de dalle pour pas qu'elle bascule, quoi. Et pour ça, Euh, il y a juste c'est des trous oblongs pour permettre d'avoir des ouais, tassements qui sont différentiels entre la façade et le CLT. exactement. Il y avait quoi? Il y avait une question sur La fixation des bois de Ah menuiserie. oui, alors ça c'est plus Bastien. Comment sont fixés les bois dans la terre? Ouais, donc en fait, bon, là, les bois, on les a juste mis pour éviter les questions du menuisier qui voulait pas se fixer dans la terre. Mais en soi, on aurait pu fixer les menuiseries directement dans la terre. Oui, c'est ce Là, qu'on a fait dans le 18e. nous, il y a plusieurs choses. Dans le 18e, je pense que tu as fait des inserts dans la terre. Ouais, Là, nous, c'est un chevillage, hein. C'est un chevillage à frapper qui tient le bois, quoi. Donc, ce chevillage à frapper, il fonctionne à partir du moment où on a une distance du bord suffisante. Et on a fait des essais d'arrachement. Et du coup, on sait le nombre de fixations à mettre. Et pour gérer l'étanchéité, en fait, on fait un petit mortier de redressage, comme on pourrait le faire sur des blocs de chanvre ou sur des parpaings. Donc, on rend la surface lisse et on met des compribandes. Donc en soi, c'est assez simple de gérer les jonctions de menuiserie. Mais ce bois-là a été là vraiment juste pour éviter les questions de notre ami menuisier. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est quand on a des menuiseries ou des éléments en bois qui vont se mettre dans le pisé, c'est pareil, c'est de laisser un peu des dilatations possibles pour que l'aisselier en bois ou le précadre en bois ne devienne pas un élément qui va créer un point dur dans le pisé. Voilà. Et juste en précision, du coup, les trous oblongs ou les trous supports de menuiserie sont préfabriqués, sont intégrés dès la préfabrication, alors. Non, du coup, pour simplifier le truc, on a pareil testé des chevillages, défini un nombre de chevillages qui tient dans le pisé, et ils sont mis en œuvre sur place pour qu'il puisse venir mettre son bloc en applique contre la cornière et venir percer précisément à l'endroit où ça va bien marcher. Ok. Et, après, on a mis des coefficients de sécurité sur le nombre de chevilles, etc. Mais voilà, c'est tout. On peut préciser de manière générale qu'on peut fixer dans la terre crue. Comme tout, il faut du coup avoir une analyse des endroits où on fixe et de ce qu'on demande à fixer, mais c'est des choses qui se font peu importe la ouais. technique. Sur la question du coup du renforcement des linteaux, Les linteaux, du coup, c'est des PRS, donc des profilés reconstitués soudés. Donc, c'est un T inversé qu'on voit sur la façade là, Mais qui sont voilà. intégrés dans chaque bloc. Donc, on a un bloc linteau qui arrive. En fait, là, on dirait qu'on vient poser les blocs sur les linteaux, mais en fait, le linteau, il est déjà intégré au bloc quand il est livré. ok. Et parce que sur l'axonométrie, on avait l'impression qu'il y avait une fente du coup dans le bloc préfabriqué, mais c'est Ouais, déjà intégré au bloc. ouais, exactement. Je me demande si on les voit pas. Non. Euh, on a du coup une question sur le coût. Quel est le coût mètre carré, quel est le coût ratio mètre carré euh, du mur? Bah, Sébastien l'a dit, je crois. Ouais, il y a un truc à rajouter par rapport à ça. Donc, on prend la surface, pas en vide pour plein, mais on prend la surface de terre. Ça, c'est entre 500 et 700 euros en fonction un peu des maçons et de la complexité du projet. Et après, il faut rajouter un montant par linteau, parce que les linteaux coûtent cher. C'est quand on fait des linteaux intégrés, tout du moins. Et les linteaux, ça représente à peu près 450 euros par mètre linéaire de linteau en plus. Ok.
sur la question de la mise en œuvre des blocs de pisé. Quelle est l'épaisseur du compactage du pisé? Combien de temps de séchage par bloc? Et est-ce qu'il y a eu un retrait soit à la préfabrication, soit dans la durée de vie des blocs en pisé? On a du retrait, pour commencer par la fin, on a du retrait tout de suite qui sont en atelier dès le premier mois. On a, on a, on a du coup des retraits qui sont quand même limités, hein, qui sont de l'ordre d'1 millimètre, 1,5 mm par mètre maximum. Mais du coup, nous qui sont déjà en partie faits au moment où on le pose. Après, est-ce qu'il y a une variabilité dans la vie du bâtiment? Bah, en fait, il y a deux exemples. Donc, il y a l'orangerie qui a été fait par Nicolas Meunier, qui se trouve à Confluence, sur lequel il y a eu des cibles géomètres qui ont été placées justement pour regarder un petit peu les variations que pouvait avoir le pisier, typiquement s'il avait du fluage. Et sur sa façade qui fait 11 mètres, on a un fluage qui est millimétrique là, donc sur 5 ans. Donc il n'y a quasiment pas de mouvement. Et nous, on l'a fait d'une façon qui est beaucoup plus empirique, où par rapport aux cornières métalliques, on a tracé des traits sur le pisé, et jusqu'à ce que ce soit revêtu, on regardait si la mise en charge du mur allait le faire bouger. On n'a pas eu de modification, on n'a pas eu de mouvement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des variations dimensionnelles liées à l'hygrométrie, etc. Mais elles sont quand même, c'est quand même assez faible. Ok, on a des questions du coup il y a eu des questions sur le transport. J'imagine qu'ils ont été transportés en camion, les blocs. Et il y a des questions sur est-ce qu'il y a une logistique et une manutention spécifique à ce type de chantier? Est-ce que les blocs sont livrés d'un coup, par exemple? On voit comment ils sont levés avec une pince et à la grue, j'imagine. Combien de camions a représenté, par exemple, ce chantier? Ce chantier, ça représentait 4 camions, donc c'est pas énorme. Et la manutention à la pince, c'est un truc qui marche, mais qui est contraignant en chantier. Là, on le voit, quand on arrive au niveau du plancher, on ne peut pas utiliser la pince. On arrive au niveau des angles, on ne peut pas utiliser la pince. Et puis Mais ça d'ailleurs, nécessite on a utilisé deux techniques de levage. On n'a pas toujours utilisé la pince. exactement. Ouais. Là, on voit Sur d'ailleurs. la photo de droite, on le voit là. C'est pas la pince qui est utilisée ici. Ils sont pris en berceau, là. Ouais. Ok. En fait, il y avait une grue, il y avait une grue sur le chantier dans le noyau béton, et ils ont utilisé la grue pour faire la manutention. Donc aujourd'hui, nous, on plébiscite plutôt une réservation de sangle et on lève à la sangle directement. Si Ouais. on a des blocs de grande longueur, il faut utiliser un palonnier avec un équilibreur de sangle. Mais globalement, c'est des engins de levage de grosses œuvres habituelles. Les 4 camions ont été livrés au même moment ou vous avez espacé les livraisons pour la question de la surface et l'emprise au sol de stockage? Non, même vis-à-vis de nos capacités productives, etc., et de notre stockage, on étage systématiquement les livraisons. Donc, on fait un planning de livraison avec le maçon et on va l'approvisionner en flux tendu, ou quasiment. Après, s'il y a du stock, il peut me demander de faire différemment, mais nous, ça nous permet de vider l'atelier progressivement et en même temps, lui, ça lui permet pas de pas surcharger son chantier. Et je pense que ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que l'entreprise de Gros Œuvre qui a réalisé la façade, c'était un maçon, il faisait que du béton, quoi. Et Thériault est venu, je sais pas, vous êtes venu 3 jours, je crois, à les former. Et en fait, ils ont assez rapidement, ils ont été à l'aise avec les blocs et ça s'est très bien passé. Ensuite, on a une question sur la jonction des blocs. Pourquoi avoir utilisé du ciment dans le mortier? On me pose toujours cette question. Ouais, non, mais en fait, on peut faire un mortier de terre, il n'y a pas de problème. Là, on va faire un projet à Romainville dans lequel on fait du mortier de terre. Moi, il y a une question sur laquelle il n'y a pas trop de réponse. Quand vous regardez les fiches techniques des BTC, par exemple, on dit qu'avec les mortiers de terre, on peut lever 7 rangs de BTC. Moi, 7 rangs de BTC, ça fait même pas un bloc. Et donc, ils disent que ça tasse, sinon, si on monte plus de rangs en BTC, donc il y a plus de joints, certes, mais voilà. J'ai pas le retour d'expérience qui me dit on peut monter rapidement une façade de 12 mètres sans que les joints tassent avec un mortier en terre. Et du coup, pour éviter d'avoir des questions, parce qu'en fait, on fait quand même là, et ce qu'il faut se dire, c'est que on faisait la plus haute façade de France en pisé. Et du coup, se surrajouter du risque pour pouvoir dire j'ai mis du mortier terre, alors que c'est assez négligeable finalement sur l'ensemble de la façade, eh ben, c'est un risque qu'on n'a pas voulu prendre. On a dit on fait un mortier bâtard avec du ciment et de la chaux, parce que ça, en 2 jours, c'est tiré, on sait qu'on peut monter dessus, ça va pas tasser, et puis ça se passe bien. Et donc, certes, c'est un matériau qui réagit moins bien qu'avec la terre,
au niveau des dilatations, etc. Mais en tout cas, pour moi, le risque de tassement était plus important que finalement le fait qu'il y ait de la chaux qui soit utilisée, parce que même dans le bâti ancien, on a des lits de chaux qui sont entre chaque bancher. Et ils faisaient comme ça, quoi. Ils faisaient pas des mortiers terre. Ils en faisaient aussi parfois, mais la plupart du temps, ils faisaient des lits de chaux pour terminer leur bancher et ils repartaient avec une banche. Ouais. Bah, c'était plus pour mettre ceinture et bretelles, quoi. Ouais, en fait, c'est plus. Comme ça se défend. Oui. On pouvait se poser la question de s'il y avait un enjeu aussi pour stopper l'érosion. Ok, on a du coup pas mal de questions sur l'érosion. Bastien a répondu en partie sur la question de la réparation de la façade à 20 ans. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres processus à mettre en place pour limiter cette érosion-là? Euh, voilà, est-ce que... Tu veux répondre? C'est-à-dire mettre quoi? Mettre Bah, tu bah, as dit bon chapeau, là on a un chapeau qui protège finalement le haut du mur. Voilà, on aurait pu. Historiquement, les granges en pisé, il y a un grand débord de toiture, mais parce qu'elles sont beaucoup moins hautes et qu'il y a du coup ce débord de toiture permet de stopper l'érosion la plus battante notamment. ouais. Voilà, mais Et sur il y a notre, une réflexion là-dessus autre ou est-ce que c'est pas non, bon? mais surtout sur l'expérience qu'on a eue dans le 18e, donc la façade, elle a déjà doit avoir 3 ou 4 ans. On a constaté que assez rapidement, au début, ça fait un peu de poussière, ça s'érode un peu, mais assez rapidement, ça bouge plus, quoi. Donc c'est un peu ce que disait Bastien tout à l'heure, mais je pense que c'est beaucoup plus rapide dans le temps que, à mon avis, là, Boulogne, ça fait quoi? Ça fait 2 ans? 1 an? 1 an et demi, 2 ans? 2 ans, je crois. Je pense que ça va. Si le vrai sujet, c'est bien protéger les pans horizontaux, si c'est bien fait, ça bouge pas. Et si c'est mal fait, on le voit tout de suite. Et là, il faut intervenir. Hmm. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Même sur les 20 ans, en fait, c'est beaucoup plus, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est beaucoup plus. C'est juste qu'en fait, on ne sait pas dire de combien de temps c'est fait. Il y a un projet qui a été fait vers Clermont-Ferrand qui date de 2000, de 2002 avec du pisé. Et il faut que j'aille le voir pour pouvoir prendre des photos. Mais bon, voilà. Celui de Boris. Et ouais, certainement. Ok. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une surveillance à avoir sur les pans horizontaux. Ce que dit Philibert, c'est ça. C'est au niveau des appuis, au niveau de l'appui du soubassement, au niveau des appuis de fenêtre, etc. C'est de faire attention que ça se passe bien et que la terre ne prenne pas de l'eau de manière pathologique à ces endroits-là. Et sinon, il faut corriger les choses. Et à partir du moment où ça c'est bien fait, eh ben, ça évolue bien. Donc, il y a une surveillance de ces points spécifiques et puis on alerte les maîtres d'ouvrage là-dessus. On prend peut-être encore une ou deux questions avant de clore. Une question sur la conception architecturale. Est-ce qu'il y avait des contraintes dimensionnelles des blocs, en le sens, est-ce que le dessin a été fait et ensuite on a adapté la taille des blocs, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse, la taille des blocs qui a eu un impact? Euh, En fait, on a plutôt respecté. Nous, on avait dessiné une façade au phase concours, et c'est quasiment la façade qu'on a réalisée. Évidemment, il y a eu des ajustements à faire dans les deux sens, mais moi, je dirais plutôt que Thériault a respecté le dessin archi. Il y avait des contraintes, si je me souviens bien. Notre humeau était un peu trop fin, donc Bastien nous avait demandé de les élargir un peu. Donc, ce qui fait que les fenêtres sont un peu moins larges que sur le projet initial. Et ce qui est vrai, c'est que en tant qu'archi, la Terre limite un peu l'aspect mode et nature mais je pense que ça va se développer au fil du temps, quoi. Merci. Une petite Euh, dernière question avant de ouais, se séparer. une ou deux, parce que on a pas mal de sujets non étudiés. Il y a eu pas mal de questions sur la F2S. Qu'est-ce qui a été utilisé? Est-ce que le calcul est validé par la base INIES? Et est-ce que ça correspond à du pisé stabilisé ou non? Ah non, c'est du pisé non stabilisé, bien sûr. De toute façon, nous, on ne fait pas de pisé stabilisé. On a déjà fait du Calico Strada, donc juste mettre une croûte de chaux, mais on n'a jamais stabilisé les blocs. Et donc, c'est une FDS qui est faite selon la norme, je ne sais plus de quel numéro, parce que je ne retiens pas ce genre de choses, mais voilà, elle est en cours de vérification actuellement. Et donc, elle sera sur la base INES. Et notre configurateur sera pas sur la base INES, mais sera certifié INES. Donc, chaque fiche qui sort du configurateur pourra au besoin être mis sur la base INES ou non. Mais en tout cas, on aura un configurateur vérifié.
C'est ça qui est en cours. Et donc, nous, on a déjà la fiche FDES, mais qui est encore provisoire parce qu'en cours de vérification. Et du coup, elle a été faite par Caribati, même si on va aller plus loin. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a des insectes dans la Terre. Non, mais ça peut arriver sur les vieux pisés, les guêpes maçonnes, des choses comme ça, comme dans de la brique, hein, finalement, vont essayer de- d'y aller. Mais il n'y a pas d'insectes, en revanche, dans le pisé, c'est une terre qui est inerte au Oui. départ. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle sur notre chantier rue des Suisses, c'est qu'on fait un enduit terre, et en fait, l'enduit, quand il est pas sec, ça germe. Et dès que les petites pousses meurent, bah, ça veut dire que l'enduit est sec. Nickel. On On a avait pu voir, encore quelques... oui, pardon, juste sur ce point, on a pu le voir dans le centre ancien d'un village en PACA à Charleval, qui historiquement est construit en tapis, donc en pisé en termes provençal, et sur des bâtiments qui ont maintenant 200 ans, il y a effectivement des petits trous pour les guêpes maçonnes sur quelques centimètres, mais c'est aussi parce que derrière, il n'y a pas eu d'entretien particulier et qu'on a laissé la nature faire. Oui, Ouais. pardon, Maxime. Bah, du coup, on a concentré principalement les questions qui portaient sur la terre crue. Il y avait d'autres questions sur le CLT, notamment la gestion de l'acoustique entre étages, entre logements, mais voilà. Ça, c'est une chape acoustique standard, quoi. La construction Euh, avec le mur, il n'y a pas trop de sujets parce qu'on peut faire un complément du coup contre la cornière. Et ici, vu que c'est du bois et en logement, il y a un faux plafond. Donc, Oui, oui. fonction qui gère bien l'acoustique. voilà, il y avait peut-être une question qui était intéressante, mais je ne sais pas si on peut y répondre. Est-ce que, il y a déjà des projets, par exemple, dans lesquels travaille Thériault où il n'y a pas eu d'ITI et qui sont quand même, qui arrivent à être RT 2020? Mais bon, là, ça questionne le domaine d'emploi et l'emplacement, la surface, etc. Ouais, et Donc, puis, c'est bon, complexe. en soi, le pisé, c'est pas isolant. Donc, il y a une vision de se dire que le pisé, c'est un matériau qui apporte du confort. Dans ce cadre-là, en particulier, il fait un peu ce qu'il veut chez lui. Mais par contre, à partir du moment où on veut répondre au calcul, c'est un matériau qui nécessite d'être isolé. Voilà, il y a pas mal de monde qui veulent visiter, alors pas l'atelier de Vaux-en-Velin, mais peut-être aussi l'atelier Cycloterre maintenant, Bastien. Donc, tu pourras regarder le chat, mais il y a des gens qui ont envie de venir te voir. Et puis, il y a beaucoup de monde qui vous remercie pour cette présentation. Non, mais super. Et pour les visites, nous, on fait visiter tous les gens qui nous donnent des projets, donc n'hésitez pas. On... Voilà. Et puis, nous, on forme tous ceux qui veulent monter en compétence sur la Terre crue. Bastien a mis son numéro de portable sur la présentation, donc vous pouvez l'appeler pour les visites. Merci beaucoup pour les présentations, la gestion des questions. Merci donc à tous les participants et participantes pour ces écoutes attentives et vos retours. Je l'ai mis dans le chat, mais donc le cycle de webinaire continue la semaine prochaine, le 13 juin, avec la présentation du bâtiment Naturae à Ambarès-en-Lagrave pour illustrer la technique et le recours aux enduits, toujours donc en terre crue non stabilisée. Et on terminera le 27 juin avec la présentation du projet Terre et Ciel, cette fois-ci pour illustrer le recours aux briques de terre comprimées, donc avec Toa Architecture, pour un projet qui est à Bagneux. Voilà, merci encore. On va vous libérer pour le repas de midi et on mettra en ligne ce webinaire pour celles qui souhaiteraient le visionner en replay à la fin de ce cycle. Eh Je vous ben, souhaite merci beaucoup. Merci à tous. une bonne journée et Au à revoir. bientôt. Merci, bonne journée.